BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et oui, c'est le 21 juin prochain. Vous le savez désormais si vous êtes à l'écoute jour après jour de l'antenne de BFM Business. Le 21 juin donc que se tiendra la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Et on se retrouvera tous au Carrousel du Louvre à Paris pour un rendez-vous qui est désormais incontournable et qui réunira l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine. Et comme à chaque édition, vous en avez l'habitude, nos partenaires, quelques semaines avant l'événement, nous accompagnent pour développer tel ou tel thème qui a trait avec la gestion de patrimoine. Et on accueille ce matin Clémence de Roth-Jacob. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous, gérante chez Richelieu Gestion. Peut-être on commence d'abord par rappeler, c'est presque traditionnel, qui est Richelieu Gestion ? Bien sûr, Richelieu Gestion est une société de gestion de portefeuille qui est dans le giron de gestion d'actifs, qui est dans le giron de la compagnie financière Richelieu, qui détient notamment 2 banques privées, Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco. Chez Richelieu Gestion, nous gérons des fonds actions européens, américains et internationaux. Nous gérons également des fonds taux et nous avons une activité de gestion sous mandat. Voilà donc le petit portrait réalisé et on rentre maintenant dans le détail de notre entretien du jour avec une de vos spécificités, les entreprises familiales. Quel est l'intérêt de la bourse pour une entreprise familiale ? C'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est un obstacle finalement à la poursuite d'une forme d'indépendance ? Alors, l'intérêt premier de la cotation pour une entreprise familiale, c'est évidemment la levée de fonds qu'elle permet, qui est finalement une alternative à un endettement bancaire qui est parfois souhaité être le plus faible possible quand on est une famille gérant une PME ETI. En se cotant, finalement, la famille va franchir une étape qui est majeure, puisqu'elle va décider d'ouvrir son capital au public, aux investisseurs publics. Alors, en général, elle s'arrange pour garder au moins une minorité de blocage qui va lui permettre d'éviter tout OPA hostile et puis surtout qui va lui permettre de garder les rênes du conseil d'administration. Alors pour autant, quand on regarde les statistiques, la plupart des raisons d'un retrait de la cote d'une entreprise familiale, ça va être le rachat par une autre société concurrente, par un fonds d'investissement, lorsque la famille n'a pas d'héritier voulu désigner ou si elle est face à une proposition financière qui ne se refuse pas. Et c'est intéressant de noter qu'à l'échelle mondiale, moins de 30% des entreprises familiales le demeurent après la 3e génération. Ah oui. Alors après, finalement, être coté en bourse, ça peut aussi résoudre, alors principalement pour les PME ETI familiales, ça peut permettre de résoudre des problématiques familiales. Par exemple, le cours de bourse peut être comme un juge de paix lorsqu'il va falloir évaluer l'entreprise dans le cadre d'évaluation pour une donation partage, ou alors ça offre de la liquidité à un actionnaire minoritaire familial qui souhaiterait sortir. Bien sûr. Après, le principal avantage d'être coté en bourse pour une entreprise familiale, selon nous, et c'est vraiment le point important, c'est ça offre une formidable visibilité. Une visibilité, un rayonnement qu'elle n'aurait pas forcément si elle restait dans leur entre-soi, société privée non cotée. Et cette visibilité, ça va leur donner une crédibilité, puisque lorsque vous êtes coté en bourse, vous ne montrez pas de blanche, vous publiez tous les trimestres des résultats. Et donc ça, pour les parties prenantes, clients, fournisseurs, ça permet vraiment d'avoir une crédibilité très forte. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant lorsque nous rencontrons des actionnaires familiaux, c'est le fait que pour elles, ça leur évite parfois de s'endormir sur leur laurier. Ça crée une émulation, puisque vous savez que la bourse, il y a, comme vous disiez, il y a de toute façon une dictature du court terme qui est importante. Oui, c'est un peu la question qu'on peut se poser, parce que souvent on dit les sociétés familiales, c'est sur plusieurs générations, c'est une histoire, etc. Donc on a quelque part une vision à long terme, alors que la bourse, on se dit tout de suite, c'est semaine après semaine, voire jour après jour, on regarde les fluctuations, on veut de l'information tout de suite, on veut des décisions quand il y a un souci. Enfin, c'est pas un petit peu antinomique ? Effectivement, on peut le sentir comme ça, mais les entreprises familiales qui décident d'être cotées en bourse, de toute façon, donc décident à un moment de jouer le jeu de la bourse. Donc elles décident d'ouvrir leur compte, de publier, et puis elles sont obligées de s'adapter aussi aux demandes du marché. Le marché financier, ce n'est pas forcément, et d'autant plus, de plus en plus aujourd'hui, ce ne sont pas forcément seulement des analyses financières, mais
mais beaucoup d'extra-financiers aussi. Et ça permet aux entreprises familiales de tirer davantage vers l'excellence, notamment en termes de gouvernance, puisque c'est des choses qui sont très importantes pour les marchés. On en parlera certainement, mais lorsque vous voyez de la performance à long terme des entreprises familiales, on voit bien qu'elles sont plébiscitées. C'est-à-dire que ça ne pèse pas sur la valo, quoi, en clair. Non, clairement pas. Alors, il y a beaucoup de recherches académiques qui sont faites sur ce sujet, notamment Crédit Suisse, qui fait tous les ans un papier qui est assez remarquable en créant un indice composite qui montre la surperformance à long terme des entreprises familiales. Donc finalement, elles sont plébiscitées, elles surperforment sur le long terme, et à juste titre, à d'autres sens, puisqu'elles ont beaucoup d'atouts qui sont là pour séduire les investisseurs. Une entreprise familiale n'est pas gérée comme une entreprise dont les capitaux seraient complètement publics, où l'actionnariat ne serait pas incarné, puisque leur mission principale, c'est la transmission à la génération suivante. Donc il y a cette pérennité qui est vraiment voulue, qui est dans l'ADN des actionnaires familiaux. Donc vous ne gérez pas les choses de la même façon que si vous étiez un management qui est là pour 5 ans, qui a un mandat bien cadré. C'est moins mandataire social, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez une gestion des risques qui est plus avisée. En général, elles ont moins d'endettement. Elles ont une croissance externe qui est plus disciplinée. Donc ça fait qu'elles ont un profil boursier qui est vu comme plus défensif, puisqu'elles semblent moins vulnérables en creux de marché, en période de crise, grâce à ces atouts-là. Et puis, dans la mesure où ce qui importe pour elles, c'est vraiment la croissance à long terme, elles prennent des décisions qui sont bénéfiques dans ce sens-là. Notamment, il y a une priorité aux recherches et développement qui est par nature la dépense long terme. Et finalement, elles dépensent davantage en recherche et développement qu'elles ne vont retourner de l'argent aux actionnaires. Il y a moins de dividendes qui sont versés. C'est peut-être contre-intuitif dans les entreprises familiales. Et d'un point de vue boursier, vous me parliez de valorisation, c'est des sociétés qui sont plutôt valorisées avec une prime. Les anglo-saxons, d'ailleurs, parlent du Family Business Premium. Et finalement, c'est la prime que l'investisseur est prêt à payer pour ses actifs dits de qualité. Alors, il y a évidemment des contre-exemples, puisque de toute façon, une prime boursière va aussi dépendre du secteur d'activité, de la liquidité aussi du titre, si le flottant est très restreint, donc ça peut faire évoluer la prime ou la décote de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt vues comme des actifs de qualité. On va profiter aussi de vos lumières finalement ce matin pour rentrer un petit peu. On aime bien donner des conseils, être très pratique dans BFM Patrimoine. Vous gérez d'ailleurs un fonds spécialisé sur ces entreprises familiales. Quels conseils vous pouvez nous donner pour bien les sélectionner et quels sont les points de vigilance à prendre en compte ? Alors nous avons parlé de leurs atouts, de leurs qualités intrinsèques qui sont très fortes, qui vraiment, à notre sens, est vraiment un référentiel de valeur. Il y a une forte culture d'entreprise également qui est très forte. Il y a certains points de vigilance, à notre sens, ou de points d'amélioration. Et c'est des choses que nous surveillons beaucoup et quand nous rencontrons les managements, c'est vraiment des points qui sont importants de creuser. Parfois, on peut avoir une communication financière qui peut être insuffisante. On peut également avoir un risque d'absence de contre-pouvoir, notamment parfois quand la société est en commandite dans son statut. Un statut très particulier. Statut très particulier. Et également, alors on le voit beaucoup, il y a 20% d'entreprises familiales en Europe qui ont une double cotation. C'est-à-dire que vous avez à la fois des actions ordinaires et des actions préférentielles. Donc il y a une asymétrie pour les minoritaires de droits associés à ces actions-là. C'est-à-dire que il y a certains minoritaires qui auront des actions sans droit de vote, d'autres avec des droits de vote doubles. En général, en tant qu'investisseur, alors je ne dis pas que nous n'investissons pas dans ces sociétés-là, évidemment, mais c'est vrai qu'on préférerait avoir l'adage assez classique, enfin le principe assez classique, une action, une voix. On trouve que c'est plus égalitaire pour les minoritaires. L'autre risque également est vraiment quelque chose à surveiller, la problématique de la succession avec la tentation dynastique. Vraiment, c'est une des choses que nous abordons systématiquement. Quid de l'avenir de la société? La génération qui arrive est-elle légitime au-delà de son nom, au-delà de son sang, pour diriger la société? À notre sens, on ne peut pas avoir d'improvisation. Il faut vraiment que cette génération-là, et on a de très bons exemples où c'est très très bien fait en France notamment, où la génération commence très tôt à assister au conseil d'administration, à monter tous les échelons pour être crédible après, pour gérer ça. Voilà. Après, un point aussi que nous regardons, c'est aussi la façon de communiquer au marché, qui parfois peut être
peut être un peu plus malaisé. Et puis nous... Voilà, c'est vraiment les points principaux que nous regardons dans ces cas-là. Eh bien voilà quelques idées à avoir en tête quand on s'intéresse effectivement à ces entreprises familiales. Merci beaucoup d'être passé nous voir et de nous accompagner, Richelieu Gestion, sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Donc Clémence de Roth-Jacob ce matin nous accompagnait. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Et ce 4e sommet BFM Patrimoine qui se tiendra donc le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.